L'invité de ce Smart Impact, c'est Elsa Dacosta. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de l'ONG Ashoka France. C'est quoi Ashoka? Ashoka, c'est le réseau de l'innovation sociale. On fédère près de 4000 entrepreneurs sociaux dans 93 pays du monde. Et en France, nous avons fêté nos 20 ans en juillet dernier avec 86 entrepreneurs sociaux. Donc ces hommes et ces femmes qui s'attaquent à un problème de société et qui essaient de le résoudre, de le réparer en innovant en matière de politique publique surtout. Oui, alors ce sont des entrepreneurs, mais qui œuvrent à l'intérêt général, d'une certaine façon, on peut dire ça. Oui, mais j'aime bien que vous posiez la question comme ça, en fait, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à penser qu'entrepreneur social, ça peut être un oxymore. Alors qu'en fait, c'est une question de mission. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire dans la mission de son organisation? Et effectivement, eux, ils travaillent de manière non lucrative pour pouvoir faire en sorte de contribuer de manière assez efficace à l'intérêt général. Ouais. L'ESS, l'économie sociale et solidaire, on la présente souvent comme un modèle économique qui peut être résilient. Mais elle a ses fragilités. Oui. C'est quoi les fragilités de l'ESS? Vous le voyez aujourd'hui, on en parle beaucoup, surtout avec l'actualité du budget qui est à voter, puisqu'on a remarqué que près de 50% des budgets qui étaient consacrés au soutien de l'économie sociale et solidaire avaient été faits. 50%, c'est énorme en fait. Donc alors, il n'est pas voté encore ce budget, mais bon, il y a sur le papier, il y a une menace importante, quoi. Voilà. Oui, une menace qui plane. Puis l'ESS, c'est une famille avec énormément de sous-familles, je dirais. Vous avez les fondations, vous avez les entreprises sociales, les associations, dont on parle beaucoup, le tissu associatif, vous avez les entreprises adaptées, vous avez les mutuelles, enfin, il y a énormément de familles au sein de cette ESS-là qui contribuent toutes, soit par leur statut, puisque les statuts de coopérative aussi mettent une manière de démocratiser les relations humaines au sein de l'entreprise, soit par leur mission d'intérêt général. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont plutôt, je dirais, en tenaille, non seulement, alors je pense surtout au milieu associatif, qui est financé par deux aspects, soit les subventions de l'État, donc on l'observe aujourd'hui avec une coupe depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire c'est pas nouveau ce phénomène où les associations sont de moins en moins soutenues. Et aussi une attaque qui est faite à la fiscalité de la philanthropie, c'est-à-dire qu'on va abaisser en fait les seuils de défiscalisation. Donc ce qui veut dire que la manne financière qui permet au privé de financer aussi ces associations et ou ces entreprises sociales va potentiellement diminuer. Donc la fragilité, elle est là. Ouais. Mais pourtant, il y a eu des plans de financement, il y a des ministères de l'économie sociale. Il y a plus. Voilà, de l'économie sociale et solidaire. Donc on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait, ou alors vous dites que c'est une sorte de faux nez, là, une sorte d'hypocrisie. Moi, je crois qu'on a, nous aussi, une autocritique à faire au sein de l'économie sociale et solidaire qui fait qu'on n'arrive pas à expliquer clairement la contribution de cet écosystème à l'économie traditionnelle. C'est pour ça qu'il faut qu'on se professionnalise aussi et qu'on explique qu'en fait, nous permettons de diminuer la facture sociale en travaillant aussi sur la diminution de la fracture sociale. Donc, je m'explique. Quand on parle de la diminution de la facture sociale, ça veut dire que l'investissement qu'on peut faire sur ces entreprises ou ces associations permet de limiter, en fait, les contributions d'un bénéficiaire sur des minimums sociaux, sur le budget de la sécurité sociale, parce qu'en fait, on agit en amont. Et je pense que jusqu'à présent, on n'a pas été assez lisible et explicatif sur cet aspect-là. C'est de l'argent public bien dépensé, c'est ce que vous dites. Bien investi et surtout investi sur du long terme. Et on a un peu de mal aujourd'hui, vous savez, à parler de long terme. Mais en fait, des changements de société ont besoin de s'installer dans le temps. Donc c'est pour ça aussi que je suis très contente que vous m'invitiez, parce que je peux aussi prétendre à expliquer ce que c'est que cet environnement-là. Et j'ai peur qu'on s'aperçoive de son bienfait au moment où justement il y en aura de moins en moins qui contribueront à l'intérêt général. Parce que le sujet de fond, il est là, Thomas, en réalité. C'est comment on finance aujourd'hui dans ce pays et au XXIe siècle l'intérêt général. D'ailleurs, vous avez signé une tribune sur ce thème-là, le financement de l'intérêt général. On va détailler ça, mais vous avez évoqué les baisses de financement. C'est ESS France qui nous donne ces chiffres. Financement manquant de l'économie sociale et solidaire estimé à 6,7 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Je reste sur la responsabilité politique. C'est toujours facile. Bon, je suis pas dans le politique bashing facile. Mais il y a une question de temporalité. C'est-à-dire que les politiques, on a du mal à avoir des politiques qui effectivement se projettent dans le long terme, parce qu'il y a une élection de mi-mandat, il y a un renouvellement. Alors en ce moment, c'est même plutôt en semaine ou en mois qu'on compte la durée de vie d'un gouvernement. Vous n'arrivez pas à convaincre sur l'importance de la temporalité, de voir loin, ou alors c'est juste consubstantiel, c'est-à-dire c'est plus possible d'obtenir ça des politiques? Alors heureusement que le politique ne se résume pas au gouvernement et qu'au contraire en local on a beaucoup de chance aussi
aussi d'avoir des maires, des élus locaux qui comprennent oui, mais ils ont l'importance. Besoin d'être réélus aussi. Bien, là, on va le voir notamment en mars, évidemment. C'est en mars. Donc, ils vont privilégier le court terme aussi, souvent. Oui et non, parce qu'ils sont en contact direct avec la population qui, elle, est la bénéficiaire de l'économie sociale et solidaire en premier chef. C'est beaucoup plus compliqué d'aller voir un élu, un député ou même un ministre qui, en fait, n'a jamais été, je dirais, confronté de près ou de loin à une forme d'épiphanie quand il s'aperçoit de ce que peut faire justement l'économie sociale et solidaire pour pouvoir la promouvoir. On avait eu de la chance avec Olivia Grégoire qui avait été secrétaire d'État. Et puis, vous avez vu, en fait, progressivement, on est passé d'un ministère, puis après un secrétariat d'État, pour finir un délégué interministériel, dont malheureusement, malgré tout son déploiement, et je le remercie beaucoup, Maxime Baduel, d'œuvrer et d'essayer, il est quand même assez cornerisé aussi et pas suffisamment audible en matière d'intérêt général pour vanter par l'ESS. Oui, et donc vous avez besoin d'un ministre. On a besoin surtout, oui, on a besoin d'un ministre, mais on a besoin que tous les ministres comprennent, parce que cette affaire-là, elle est systémique. On parle d'économie. L'économie, c'est tous les jours. L'économie, c'est la gestion de la maison. Si on reprend l'étymologie grecque, en fait. Donc, ça me paraît assez logique que la gestion de la maison, elle soit faite à l'aune aussi de nos valeurs républicaines. Mais donc, liberté, ça veut égalité, dire... fraternité. Mais l'intérêt général, il devrait, puisqu'on en revient à votre tribune, évidemment, il devrait effectivement concerner tous les ministres. C'est un principe de base de l'action politique. Pourquoi son financement, finalement, et à travers lui, celui de l'économie sociale et solidaire, c'est une sorte de non-dit ou de non-réfléchi. En fait, j'ai observé depuis à peu près une 10-15 d'années que la manière dont aujourd'hui notre économie est structurée, notamment avec les nouvelles technologies, vous savez, a archipélisé. C'est-à-dire que chacun a sa petite notion très personnelle de ce que c'est que l'intérêt général. À tel point que vous avez même des responsables politiques de premier plan, et c'est là où le danger arrive, à mon sens, qui ne parlent plus d'intérêt général, mais qui parlent, comme Donald Trump, d'intérêt national. Donc, quelle est la perception de chacun de ce que c'est que l'intérêt national versus l'intérêt général? L'intérêt général, c'est l'intérêt de la totalité, c'est pas l'intérêt de la majorité des gens. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous observez dans les courants politiques, suivant les obédiences de chacun, que certains privilégient la liberté d'entreprendre, liberté d'exister, d'être, etc. Et d'autres, l'égalité. Et qu'on oppose en fait ces deux valeurs dans notre triptyque républicain, liberté contre égalité, alors que la réalité, c'est que c'est la fraternité en tant que telle qui devrait presque sous-tendre et rééquilibrer ces deux matrices-là. Et depuis une 15aine d'années, on a beaucoup plus privilégié la liberté d'entreprendre sous couvert de dire que l'ESS traitait le côté égalitaire, mais comme une espèce de conséquence à quelque part une liberté qui avait été pas du tout regardée à l'aune de ce que peut être en fait l'égalité. Et aujourd'hui, on est en espèce de surcompensation avec une fraternité qui, à la base, devrait être celle qui devrait régir notre intérêt général. Et vous l'avez dit très justement aujourd'hui, les politiques, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent très souvent la réélection. Donc, pour chercher une réélection, c'est comme une marque de grande consommation. Elle va regarder sa clientèle. Elle va regarder comment elle fait pour attirer de plus en plus avec un bon marketing, avec des bons éléments de langage qui vont être plutôt en mode démagogique, plus qu'en se disant « Ok, il faut que je sois responsable et courageux ». Pour pouvoir faire en sorte de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça, c'est pas un truc évident, on va le chercher encore un petit moment. Alors, vous avez publié, c'était le 15 octobre dernier, une étude menée avec KPMG sur l'innovation sociale, la performance durable, avec une notion qui est la notion d'hyper-local. L'hyper-local, levier d'un changement systémique. C'est quoi l'hyper... Je comprends bien, mais je veux bien que vous m'expliquiez avec vos mots à vous ce qu'est l'hyper-local et pourquoi c'est un changement systémique. C'est ça qui est intéressant. C'est depuis... Le local, on va changer le système. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que l'économie capitaliste nous a vanté le fait que le passage à l'échelle était assez simple et qu'une paire de baskets d'une certaine marque, vous pouviez la retrouver aussi bien, j'en sais rien, moi, à Palavas-les-Flots qu'à New York, et puis on était tous contents de porter la même paire de chaussures. La réalité, c'est que quand on traite des problèmes de société, ça fonctionne pas comme ça. Ce qui se passe à Palavas-les-Flots n'est pas tout à fait la même chose que ce qui se passe à New York. Et on s'aperçoit que la solution est détenue, en réalité, par ceux qui connaissent extrêmement bien les problématiques de leur territoire. Donc c'est pour ça que quand on arrive à faire travailler des entreprises dites lucratives, mais qui ont une implantation dans le territoire avec des emplois, avec un tissu social qui se crée et des associations qui elles-mêmes sont sur un autre endroit de la photo pour faire en sorte d'appréhender cette problématique de société, type le déterminisme social, l'accès des jeunes à un emploi, etc. Et ben on arrive à trouver ces solutions qui sont pérennes et durables dans le temps. Et c'est systémique, non pas parce que ça irradie l'ensemble du territoire français, mais c'est
systémique à l'échelle du territoire, et que si cette méthode-là, elle est appliquée en prenant en compte les ingrédients de chacun de ces territoires à d'autres endroits, ça devient systémique en agrégation de ces modifications qui sont territoriales. C'est plus clair? Oui, c'est très clair. Nous, on est dans notre jargon et c'est un problème aussi parfois. Et donc, le bon interlocuteur, parce qu'on se pose souvent la question du bon échelon administratif. En France, on est les rois du millefeuille. Mais le bon interlocuteur, c'est le maire? Ça dépend. Parfois, ça peut être le département, parfois, ça peut même être la région, ça dépend? Oui, ça dépend. C'est surtout la personne qui a envie et qui a conscience que sa responsabilité, c'est vraiment de transformer profondément la société et de résoudre ce problème-là. Et de se dire que l'objectif, c'est pas forcément de faire immédiatement tache d'huile. Vous savez, dans la vie, c'est les premiers pas qui sont les plus difficiles. Un être humain chute 2000 fois avant d'apprendre à marcher, de faire son premier pas. Donc, il y aura 2000 chutes. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, à la fin, on arrivera parce que on sera accompagné par quelqu'un, encouragé par un parent, on s'accrochera à un meuble et on finira par y arriver en fait. Valoriser la chute et l'échec. Ça, c'est un message aussi pour notre modèle éducatif. Inder, allez, on va prendre une minute pour nos politiques. Ah non, il ne faut surtout pas montrer ses échecs. On va terminer avec le programme Impact Earth, ou Earth, je ne sais pas comment vous prononcez. Les lauréats seront dévoilés le 17 novembre. C'est quoi ce programme? L'idée, c'est de trouver 20 jeunes qui vont profondément transformer la société française, que ce soit avec des projets entrepreneuriaux, des projets artistiques, des projets de recherche. Donc, nous sommes en plein jury en ce moment. On va révéler effectivement les 20 lauréats. On va les accompagner pendant 3 ans avec une bourse, les faire pénétrer ce réseau Ashoka qui est assez exceptionnel parce que beaucoup d'entrepreneurs sociaux vont être en contact avec eux. Et puis, on se réjouit d'avoir peut-être potentiellement le prochain maire d'une grande ville et pourquoi pas le prix Nobel de la paix dans quelques années. Bah oui, il faut être ambitieux. Merci beaucoup Elsa d'Acosta et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Pourquoi l'économie circulaire patine dans le secteur du bâtiment?